quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres le signal, les merles, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Oui, c'est la voix que vous écoutez. Bienvenue sur cette station unique au monde pour écouter l'émission Hors Racaille, que cette station veut bien héberger une fois par semaine, le mardi de 11h à 12h30. Et aujourd'hui, cette émission Hors Racaille va vous causer dans le poste des peintres de la réalité et du trompe-l'œil. Voilà, on a découvert, enfin disons on a travaillé là-dessus pendant toute la semaine. Et comme on le disait, comme Piquécou me le disait ce matin au bistrot quand vous preniez notre petit déjeuner, l'artiste, elle me disait, dis donc, on a découvert tous les jours un peu plus. Et on arrive à l'émission et on a l'impression qu'on en a encore pas mal à découvrir. Mais enfin, je pense que c'est déjà pas mal ce qu'on a pu entrevoir de cette, je sais pas si on peut appeler ça une école ou un courant ou un mouvement, enfin bon, initié par un peintre que j'ai connu qui s'appelle Henri Cadieux. Voilà. Moi, c'est surtout lui qui m'intéresse. Après, on vous en parlera au cours de l'émission. Ce courant a pris des chemins que nous n'empruntons pas, nous, de toute façon. On vous en parlera. Voilà, c'est un peu craignos, c'est un peu trad, enfin bon. La citation de l'émission, elle est d'Albert Jacquard, sur une suggestion toujours de notre camarade Piquécou, qui est dans la petite régie, elle est toute contente, parce que maintenant, je dois dire que même dans le casque, j'entends ma voix d'une manière dont je l'ai jamais entendue. C'est fou, hein, après. Ça, c'est depuis qu'il y a eu Bonjour tout le monde, déjà. Ça, c'est depuis qu'il y a eu les travaux de réflexion, probablement. De réflexion avec nos camarades techniciens Patrick et puis Monique, entre autres. Voilà, des têtes de pont. Et puis, oui, donc Albert Jacquard, qui hélas tirait sa révérence à la vie. Le véritable remède contre le chômage est qu'il n'y ait plus de travail pour personne, mais pour chacun une place dans la société.
Bravo le père Jacquard, ça rejoint un petit peu les fantasmes de notre camarade Piqueco, qui est toute guette quand elle entend des choses comme ça. Vous savez qu'en ce moment, il y a un concours au niveau des politiques sur qui en fera le plus sur Jaurès, et ça va de l'extrême droite avec les frontistes jusqu'à l'extrême gauche, avec le front de gauche, le NPA et compagnie. Voilà, en passant évidemment par les socialos, voilà, par l'UMP. Ils ont tous quelque chose de Jaurès, enfin quelque chose, voilà. Enfin, qui disent, ou qui croient, ou qui veulent faire croire. Même notre petit pouf, là, de l'Élysée, s'est payé Carmaux, la patrie de Jaurès, où il a été sifflé. Pas à cause du fait qu'il venait rendre un hommage à Jaurès, mais parce que il a profondément déçu les glands qui croyaient en lui. Je dis bien les glands qui croyaient en lui, parce que pour croire dans des oiseaux pareils, il faut vraiment être gland. Voilà. Surtout pour voter pour eux. Alors, qui c'était Jaurès? Perso, j'en sais pas plus que vous, hein. Simplement que c'était quelqu'un qui avait des idées qu'on peut dire des bonnes idées. C'est-à-dire qui était pacifiste, c'est-à-dire qui dénonçait les turpitudes des puissants. Enfin, on peut pas dire qu'il était franchement tendre avec le capitalisme, pas comme celui qui se croit président des Français, là, et qui devait déglinguer la finance, et puis qui en fait en a fait une espèce de polochon avec lequel il prend du bon temps. Voilà. Donc c'est toujours un peu comme ça. On a récupéré aussi Guy Moquet un certain temps avec la bande d'avant. Voilà. On récupère quand on est de droite, c'est de bon ton de récupérer des gens de gauche ou d'extrême gauche surtout. Voilà. L'extrême gauche n'existait pas du temps de Jaurès. C'était un radical socialiste. Non, pas un radical, un SFIO. Voilà. Il a fondé l'Humanité, oui, que se sont appropriés après les communistes. Quand il y a eu la séparation de l'Église de l'État, quand il y a eu une scission au sein du mouvement ouvrier, un socialiste d'un côté et les communistes de l'autre, mais ils étaient issus, ils avaient été allaités aux mêmes mamelles. Voilà. Enfin bon, c'est, si vous voulez, depuis Jaurès, mais même avant, depuis la Commune de Paris, et même avant, on peut remonter dans le temps comme ça très loin. Voilà, il y a toujours eu, on peut remonter à Rome, hein, avec les gens comme Cicéron et compagnie, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt contre quelqu'un, tantôt pour, enfin bon, voilà, ça n'a jamais varié, hein, ça a toujours été la même chose. Il y a les puissants d'un côté avec les politiques à leur service, quand ils sont puissants par le pouvoir, et qui profitent de la crédulité de la populace, du bon peuple, diront certains. Moi, je dirais carrément de la populace, parce que bon, quand on vote pour Le Pen, quand on vote pour Hollande, quand on vote pour Sarkozy, quand on vote pour le centre, quand on vote pour la gauche, la droite, enfin tous ces gens-là, il faut vraiment être gland, je répète, il faut vraiment être totalement inconscient, criminellement inconscient même, quand on voit ce que ça donne. Voilà. En France, la droite défait et la gauche assure. Voilà, c'est tout ce que la droite a défait, la gauche le retricote pas. Non, elle continue à assurer les conneries de la droite. Voilà, c'est comme ça depuis toujours. Hein, c'est comme si, enfin, on ne sait pas s'il y a une entente réelle entre les gens. C'est peut-être tacite. Hein, on peut imaginer que c'est réel aussi si on est un peu tordu. Quoi, voilà. Nous, on ne l'est pas encore assez dans cette émission, malgré qu'on pense avoir les yeux assez ouverts, mais on apprend toujours de nouvelles. Quoi, voilà. Alors que les gens authentiques, on n'entend pas parler. On avait évoqué ici, c'est Piqueco qui avait dénoncé ça. Un mec qui s'appelait Kriegel, qui était au Conseil national de la résistance. Personne n'en a jamais entendu parler, alors que c'était un des principaux membres de cette organisation, sinon le principal. Voilà. Les héros, si vous voulez, les vrais, on n'en entend pas parler. On en entend parler souvent, ou alors on entend parler de vrais héros, mais qui sont revendiqués là comme Jaurès,
qui sont revendiqués par des gens qui n'ont rien à voir avec eux, avec leur œuvre, avec leurs convictions, etc. Alors, bon enterrement Jaurès, une nouvelle fois, quoi. Avec une musique... Jacques Brel a vraiment bien saisi, senti, exprimé tout ça. Derrière, bon, moi je fais que rabâcher, quoi. Bon, pour dire que on a encore une voix et qu'on peut parler, mais bon, on n'a pas toujours les mots aussi forts parce que on n'est pas forcément poète comme pouvait l'être cet artiste, voilà. Mais en tout cas, ce qu'on sait, on est convaincu. Mais oui, on peut dire convaincu, c'est que cet homme qui a été assassiné, vous savez, par un mec d'extrême droite qui s'appelait Villain, là, qui est à Paris à la sortie de son bistrot, voilà, était contre la guerre, et la guerre de 14 s'est ramenée peu après, et tous les socialistes bontins s'y sont ralliés, ont envoyé, enfin ils étaient eux à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et ils envoyaient les piou-piou se faire massacrer sous les ordres de généraux bouchés comme Nivelle et compagnie. Voilà, c'était des dizaines de milliers de piou-piou qui étaient massacrés régulièrement en attaquant les tranchées adverses. La même chose chez les Allemands. Ils étaient soumis au même régime, les piou-piou. Hein, voilà. Ce qui fait 1 million de morts, quoi. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'1 million de morts, après tout? On n'a pas encore tout vu, hein, mais bon. Les Soviétiques en ont eu 25 millions, je crois, entre 20 et 25 millions pendant la dernière guerre. Hein, bon, voilà, Jaurès, on va pas la ramener trop, on va pas se faire briller avec ton nom. Voilà, on laisse ça à tous les crapauds. Pardon les crapauds, hein, parce que les vrais crapauds, ils sont très sympathiques. Non, c'est un nom comme ça qu'on file à des gens qui sont pas sympathiques, mais je vois pas pourquoi. À toutes les crapules politiques et autres qui se sont emparés de ta légende pour se faire briller. Voilà. Voilà, donc moi je vais faire un billet plutôt écologique. Donc la 6e crise d'extinction des espèces, c'est maintenant. Voilà, c'est un titre que donne Camille Martin dans un article qui est publié sur le site Reporter. C'est un article qui est tiré d'une étude parue dans la revue américaine Science. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une extinction massive, qu'on peut appeler aussi crise biologique? C'est un événement qui est relativement bref en fait à l'échelle des temps géologiques, quelques millions d'années maximum, au cours duquel au moins 50% des espèces animales et végétales présentes sur la Terre disparaît. Donc les biologies jugent que le recul de la biodiversité animale contribue à ce qui pourrait être les premiers jours de la 6e crise d'extinction biologique massive de la planète. La dernière remontant à moins 65 millions d'années au Crétacé, donc avec l'extinction des dinosaures et la disparition de 50% des espèces. On peut dire que les extinctions massives ont 3 origines. Elles peuvent être biologiques, donc ça c'est l'appauvrissement suite à un appauvrissement génétique ou à une pression des prédations. Elles peuvent être terrestres, comme le volcanisme ou des variations statiques ou des changements climatiques, ou extraterrestres, comme un impact de météorites ou une augmentation de rayons cosmiques. Alors que les extinctions précédentes donc, avaient été causées par des transformations naturelles ou des chutes catastrophiques d'astéroïdes, l'extinction en cours est causée donc par l'activité humaine. Et les chercheurs la désignent par le terme de défaunation anthropocène, expression qui est le titre d'ailleurs de leur article. Donc des articles sonnettes d'alarme sont déjà parus depuis quelques années. Des causes liées à l'homme et ses pratiques prédatrices sur l'environnement, comme la surpêche, la déforestation, le réchauffement planétaire, rien de nouveau, juste une piqûre de rappel. Depuis 1500, explique-t-il, plus de 320 espèces de vertébrés terrestres ont disparu. Les populations de celles qui subsistent ont des effectifs réduits de 25%. Donc la situation est comparable pour ce qui concerne les espèces d'invertébrés. Et parmi les espèces de vertébrés, de 16 à 33% sont jugées menacées ou en danger. Les animaux les plus grands, comme les éléphants, les rhinocéros, les ours polaires, qui constituent la mégafaune, connaissent les plus hauts de déclin, une tendance donc qui avait précédé les précédentes crises d'extinction massive. La perte aura un effet important par répercussion également sur les écosystèmes, dont ils sont une pièce maîtresse.
par exemple, on l'a observé dans des zones du Kenya, d'où zèbres, girafes, éléphants ont disparu. Le territoire a été envahi par des rongeurs, ce qui a modifié l'écosystème et augmenté les maladies parasitaires et donc le risque pour la santé humaine. Donc les scientifiques soulignent aussi une autre tendance. Alors que la population humaine a doublé dans les 35 dernières années, le nombre d'invertébrés, comme les papillons, les araignées, les coccinelles, les vers de terre, lui, a décru de 45%. Et cela a une forte incidence donc sur la pollinisation des plantes, ainsi que sur la décomposition de la matière organique, indispensable pour la productivité des écosystèmes. Voilà, très guette. Non, tous, oui, enfin, il faut quand même espérer que l'humanité va se ressaisir un de ces quatre, hein, parce que bon, là c'est vraiment suicidaire. Et encore une fois, on peut constater l'absence dramatique, pour pas dire, comment dirais-je, il y a plus que dramatique, de nos politiques, enfin voilà, aussi bien ceux qui se targuent d'écologisme que les autres, quoique maintenant tout le monde est écologiste, hein, c'est bien connu, quand ça peut faire briller un petit peu les uns et les autres, mais en fait non, hein, ils s'en tapent complètement, ils sont dans leur petite bulle, là, voilà. Eux évidemment ils bouffent pas des fruits bourrés de pesticides, des légumes même combat. Voilà, ils sont dans leur bulle, quoi. Ouais, ils sont protégés et donc ils peuvent pas comprendre ce qui se passe vraiment. Voilà, on fera jamais. Bien sûr, il y a des experts qui peuvent leur dire toutes ces choses-là, mais quand on les vit pas dans sa vie, dans sa chair, comme quand on n'a jamais été pauvre, qu'on n'a jamais attendu pour bouffer à sa faim la bonne volonté d'un restaurant du cœur ou des choses comme ça, on peut pas comprendre évidemment. Et ces gens-là, ils sont loin de tout ça. Ouais. Et c'est eux qui ont la prétention de nous diriger. Voilà. Ouais, enfin, ce matin, je relisais justement, j'avais le livre d'Henri Dumont, L'Utopie ou la mort, un livre de 1974. Bon, c'était déjà dit. Hein, ouais, oui, bien sûr. Non, c'est pas nouveau tout ça, mais ce qu'on peut constater, ce qui est pas nouveau non plus, mais qu'on peut constater jour après jour, mois après mois, année après année, décennie après décennie, c'est que les gens, soi-disant responsables des sociétés, quoi, les politiques que vous avez élus, eh ben, ils s'en foutent complètement, voilà, jusqu'au jour où, parce qu'il faut pas s'étonner avec les épidémies, parce que c'est devenu épidémique, les cancers, tous ces trucs-là, avec toutes les saloperies qu'on bouffe, qu'on respire, etc., etc. Nous aussi, mine de rien, les véniculistes t'embrouillent, on est une espèce en danger. C'est ce que disait aussi justement Albert Jacquard. J'ai pas retrouvé dans les citations, c'est pour ça que je te l'avais suggéré, qu'effectivement l'homme était une espèce comme une autre et qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne disparaisse pas. Bien sûr, parce que quand on sera saturé de pesticides, enfin de résidus de pesticides toxiques évidemment, quand l'air sera complètement contaminé par les bagnoles, par toutes ces saloperies, et ben voilà, on y passera nous aussi à la casserole. Près de l'eau de la, près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, se trouve ma mécène que j'aime autant que les arbres, le vent qui battent le temps d'une mesure. Et au fur et à mesure que les chants avancent, la faune et la flore, les métaphores entrent en transcendance, en transformation, en transformation. Dieu des dieux, Dieu du feu, Dieu de toutes les fibres, il est beau le bruit du bois, il est beau le bois. Il est beau, 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 il est beau le bruit du bois. Il est beau le bois duquel je viens, et je viens vous dire que j'ai rien à dire, mais que l'on respire mieux là-bas sur le haut plateau, près de l'eau de la fontaine qui
insuffle la vie près du zéphyr, celui qui inspire à la transformation. La transformation. Dieu des dieux, Dieu du feu, Dieu de tous les chaînons. Je ne mangerai pas ta pomme, pas ta pomme, pas ta pomme, pas ta pomme, pas ta. Non, je ne mangerai pas ta pomme. Non, je ne mangerai pas de ta nourriture. Nourriture d'une terre dont la sève est sûre et le fruit amer d'une culture forcée par la main de l'homme qui, en dépit des dieux, ceux qui avec nous sont prêts à tout, pourvu qu'on leur laisse la transformation. La transformation. C'était Dick Annegarn qui interprétait La Transformation. Je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Et vous écoutez Arakaï sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître et sans pub. Moi, je vais vous rappeler, si Pico vous a rappelé le numéro du studio, de téléphone, ou je vais vous rappeler le blog de l'émission. Le nouveau blog de l'émission, c'est le www.arakai.fr. Tout autre blog portant le nom d'Arakai n'étant pas le nôtre. Voilà. C'est une mise au point qui est nécessaire parfois. Extrait, Piquécou va tout de suite vous parler à travers un extrait de texte de Georges Perec et Cushy White, l'œil ébloui de, en quelque sorte, du trompe-l'œil. Voilà, c'est en ça fait, c'est un livre que Georges Perec a travaillé avec avec des artistes et donc Cushy White est une photographe. Elle a peint des façades, elle a pris en photo des façades avec des trompe-l'œil et Georges Perec a fait toute la préface du livre. Donc voici des extraits de sa préface. Nous voici donc d'emblée installés dans le leurre, c'est-à-dire dans l'illusion, le faux semblant, l'artifice, beaucoup plus au musée Grévin qu'au musée du Louvre, en un lieu où apparemment le but recherché par l'artiste n'est pas de faire dire à celui qui regarde son œuvre « comme c'est beau », mais « comment, ce n'est pas vrai ?» après avoir touché du doigt pour bien vérifier qu'il s'agissait de peinture et pas d'espace, de perspective et pas de profondeur, d'ombre feinte et non portée. La peinture, on peut supposer que l'on sait ce que c'est, des pigments d'origines diverses, mélangés à des liants particuliers et disposés sur des supports variés en couches plus ou moins minces. Mais le réel, où commence-t-il, où finit-il, et comment pourra-t-on jamais vérifier la véracité du message transmis à nos centres visuels ? Si les trompe-l'œil exercent la fascination qu'ils exercent, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont bien peints, ou plutôt ce bien peint sans lequel un trompe-l'œil ne serait pas un trompe-l'œil, ne renvoie pas d'abord à une idée que l'on pourrait avoir de la beauté plastique, de l'équilibre des formes, de l'harmonie des couleurs, bref, de tout ce qui constitue ce sentiment plus ou moins confus, plus ou moins exprimable, qu'une peinture finit toujours par provoquer en nous quand on l'a regardée pendant un certain temps, mais à la seule tromperie dont nous sommes les victimes. Nous avons été égarés, induits en erreur, on nous a fait pendant un instant douter de nos sens, et dans cette brève et éphémère mystification se révèle quelque chose qui est de l'ordre du magique,
du merveilleux, un étonnement délicieusement borgésien, où un vague sentiment d'improbable s'empare de ce que nous voyons, où un léger doute se met à exister à propos de ce qui est vrai et de ce qui est faux, où il n'y a plus de limite précise à la réalité, mais un flottement, une hésitation. Ouais. Non, c'est un très bel extrait d'un bouquin dont Pérec est parti. J'ai bien aimé de parler de musée Grévin, parce que c'est ça, voilà. J'arrive pas à mettre le doigt vraiment dessus, mais il y a quelque chose de vraiment de cet ordre, oui, du musée Grévin, ouais, où on est étonné de voir des personnages qui ressemblent vraiment à des êtres humains vivants, mais qui sont évidemment pas vivants. Mais le but, c'est de créer cette illusion, et je pense qu'avec le trompe-l'œil, on est là, quoi. On est dans la même démarche que le musée Grévin, de nous montrer les choses, c'est-à-dire nous faire croire que à des reliefs, principalement, bien sûr, le trompe-l'œil, c'est ça, c'est l'illusion d'une image en relief, enfin d'un relief véritable, d'une espèce de, pas de ronde bosse, mais de comment dirais-je, de bas-relief, une troisième dimension. Voilà, c'est ça. Et en fait, non, c'est pas du tout une troisième dimension. Et je pense que c'est ça qui rend cette peinture, de mon point de vue, très populaire. C'est vraiment la peinture populaire, la peinture où les gens qui sont pas des espèces d'esthètes à la con qui font chier tout le monde se retrouvent, quoi. Voilà. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens. Ah, c'était Charles Aznavour qui interprétait les comédiens. Oui, sur Radio Libertaire, vous y êtes toujours, vous l'écoutez, l'émission à racaille, principalement. Pas Radio Libertaire, mais l'émission qui en ce moment est hébergée par cette radio, comme tous les mardis, de 11h à 12h30, et qui vous cause aujourd'hui dans le poste des peintres de la réalité du trompe-l'œil, dont Picou vient de vous parler par l'intermédiaire d'un texte de Pérec. Sur, bon, ce bouquin-là, à mon avis, vous n'aurez pas beaucoup de chance de le trouver à la librairie Publico, parce qu'il est à la réserve centrale des bibliothèques de Paris, ça veut tout dire. Voilà, c'est un peu le cimetière des bouquins. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, nous on a toujours besoin d'être dans le cimetière des bouquins. Ouais, on les trouve pas dans les bibliothèques autres que la réserve centrale. Voilà. Mais la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e à Paris, métro Oberkampf, fille du Calvaire, républicain.
Et normalement, le lieu où vous pouvez trouver des bouquins dont on vous parle ici. Normalement. Mais là, il y a peu de chance. Voilà. À moins de vous adresser à la réserve centrale de Paris pour avoir ce bouquin. Ouais, surtout dans ce bouquin, je trouve que l'introduction de Pérec, est vraiment la préface de Pérec, est vraiment très bien, très fine, une belle analyse. Les reproductions des photos, j'étais nettement moins emballée. Bah oui, mais quel âge il a ce bouquin? Quelques années, c'est vrai. vrai. Ouais, c'est ça. La photographie d'il y a quelques années, c'est pas tout à fait celle d'aujourd'hui. Oui. Ce qui ne veut pas dire que les photographes d'aujourd'hui sont meilleurs. Non, je crois pas même. Mais les photographes d'avant avaient pas la technique qu'il y a aujourd'hui au service de la photographie. Voilà, avec Photoshop, tout ça pour retoucher d'éventuels manques dans les photos, etc. Et bon, je vous en passe, c'est les meilleurs. Bon, mais la science de la lumière des photographes de jadis a un peu disparu quand même. Voilà. Et ma pomme, je dois vous causer, c'est à mon tour, hein. Ouais. Je dois vous causer évidemment d'un personnage qui pour moi compte beaucoup, passionnément à la folie, qui s'appelle Henri Cadiou, que j'ai connu en tant qu'élève, lorsque j'ai fait un bref séjour dans une école qu'il dirigeait, une école d'art graphique, qu'il avait créée pendant la guerre, et dans laquelle allaient beaucoup de jeunes gens qui, comme ça, pouvaient passer au travers des mailles du travail obligatoire, c'est-à-dire aller aider les Allemands à continuer à fabriquer des bombes ou d'autres matériels de guerre, voilà. Il a été nommé d'ailleurs directeur de cette école en 1950. Voilà, autrement, c'était une école privée qu'il avait fondée lui-même, pour enseigner. Je pense que c'est le souvenir de son enfance, parce qu'il a eu une enfance assez terrible. C'était un fils d'ouvrier. Son père est mort, il était très jeune, encore enfant, lui. Son père était d'ailleurs un Jaurétien, si on peut dire, mais pas un Maurassien, un Jaurétien. Donc quelqu'un de gauche. Je dis ça parce que Cadiou lui-même n'était pas. Je l'ai vu une fois à un gala Louise Michel à Paris. Je me souviens plus quelle était la raison de ce gala Louise Michel à Paris. Ils en faisaient un à peu près tous les ans. On l'avait reconnu avec un copain qui avait été dans cette école aussi. On avait été le voir. Il nous avait dit un bonjour gentil et tout ça, voilà. Donc je pense qu'il était plus proche des libertaires que de la droite, ce qui n'est pas le cas de sa descendance. Enfin bref, Henri Cadiou, il est né en 1906 à Paris. Voilà, c'est un vrai parigot. Et il va se retrouver tout seul avec sa maman pour vivre, quoi. Et il doit quitter donc l'école Estienne, une école qui a toujours une prestigieuse école de Paris où on apprenait la gravure, on apprend toujours d'ailleurs la gravure, tous les métiers de l'imprimerie, etc., etc. Voilà, et il doit la quitter pour devenir apprenti ciseleur sur cuivre et puis après arpète chez un imprimeur, voilà. Et avec sa mère, en plus, il fabrique à domicile des ressorts de cadenas. Vous voyez le genre de trucs, quoi. Voilà. Mais en même temps, le petit père Cadiou, il fréquente assidûment le Louvre, qui est gratuit le dimanche à cette époque-là. Voilà, et puis il fréquente les cours de dessin de l'école de la ville de Paris. Voilà. C'est pas question d'aller aux Beaux-Arts ou des choses comme ça. Voilà. Les pauvres, c'est pas pour eux. Hein. Bon. Et d'ailleurs, la pauvreté de cette période de son enfance, de sa jeunesse, inspirera une partie de son œuvre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a privilégié dans son œuvre les objets modestes, les choses réputées laides, qu'on peint pas d'habitude, quoi. Voilà. Et c'est les traces de son enfance difficile. Quand je dis difficile, c'est un doux euphémisme. Voilà. Puis en 1934, il y a une exposition à Paris, à l'Orangerie, une exposition sur les peintres de la réalité du XVIIe siècle. Vous savez, bon, voilà, au XVIIe siècle, il y a des peintres de la réalité aussi. Hein. Alors ça déterminera évidemment son avenir pictural, comme je bien dit tout ça, mais c'est pas de moi. Il rencontre une jolie fille qui marie, et puis ils aménagent au 65 boulevard Arago dans le 13e, un ensemble d'ateliers qui ne s'appelle pas encore la Cité Fleurie.
Mais Steve Fleury, ça viendra plus tard. Voilà. Il a habité 50 ans d'ailleurs dans cet atelier studio, cet atelier logement de cette cité dont on vous a parlé la semaine prochaine. Voilà. La semaine dernière. Ah oui, dont on vous a parlé la semaine prochaine. Là, je suis pas encore dans la semoule. Je sais pas pourquoi. Bon. Alors, et puis pendant ce temps où il travaille dans cet atelier, dans Boulevard Arago, dans cette cité qui n'est pas encore fleurie. Il s'implique beaucoup dans le monde de l'art. Il fonde avec un pote, dont je vous passe le nom, parce que sur les noms, bon. Et quelques artistes proches sur le plan des idées, le groupe Roguin, tiens donc, fortement influencé par qui je vous le demande, par le père Giono, qui prône évidemment un retour à la nature. Voilà. Et Cadieux, il se sent proche de la nature. Ouais. Sa doctrine picturale, si on peut parler de doctrine, est en train de s'élaborer dans ces années-là. Et il commence à s'affirmer et peint principalement pour émouvoir et non pas pour illustrer des théories. Voilà. Ça, c'est tout le père Cadieux. Je dirais pas qu'il est anti-intellectuel, mais bon, il reste fidèle en quelque sorte à son enfance et il pense qu'il faut donner aux gens plutôt l'émotion du rêve que de leur farcir la tête avec des idées fumeuses comme c'est le cas chez beaucoup d'artistes. Voilà. Voilà. Et alors il a fait un second et sa première expo a lieu en 1937. Vous voyez, c'est-à-dire 31 ans après sa naissance. Au Salon des Indépendants, il a la première expo à 30 balais, quand même. C'est pas tout jeune. Pour maintenant, parce que maintenant, vous avez des mecs qui exposent à 20 ans, 18 ans, 17 ans. Voilà. Il y en a même des plus jeunes encore. Alors, le Salon des Indépendants, auquel il restera fidèle toute sa vie. Voilà. C'est un mec fidèle, en plus. C'est rare, mais chez les artistes. Mais lui, il était fidèle, voilà. En 1941, il crée cette école de dessin l'art graphique, dont je vous ai parlé en préambule de ce blabla. Voilà. Dans un lieu qui est devenu depuis la Cité Verte. Et puis c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui sera reconnu par l'État dans les années 50. Voilà, il aura le directeur titulaire. Moi, je l'ai connu quand il était directeur titulaire. Oui, c'est Cadieux. Ses convictions picturales s'affirment souvent en réaction, c'est là qu'il est intéressant aussi, contre les mouvements artistiques de son époque. Il faut dire que c'était une drôle d'époque. Et on ose appeler ça des mouvements artistiques. Bon, il privilégie donc une facture rigoureuse et tourne le dos ainsi à la facilité qui était en vogue à cette époque-là. Ses préoccupations esthétiques se retrouvent dans ses écrits. Je cite, « Le style vrai est inconscient. Tout ce qui est le fruit d'un raisonnement n'est pas de l'art. » Ça rejoint tout à fait choses auxquelles je crois. Je crois en peu de choses, mais enfin bon, celle-là aussi, celle-là en tout cas oui. Certes, l'artiste peut se servir de sa raison comme le maçon se sert de la charpente, mais l'œuvre achevée n'en doit rien laisser paraître. Voilà. Encore lui, le réalisme n'est pas un style, il est l'essence même de l'art de peindre, la technique à travers laquelle ont tendu, à travers les âges, tous les arts visuels, le programme de toutes les avant-gardes, jusqu'à ce que des intellectuels sophistiqués aient inventé des valeurs et érigé en vertu les lacunes de l'amateurisme. Là, c'est un peu dur. Enfin, pour moi, c'est assez juste. Encore une citation, on peut, toute la beauté, parce qu'on peut pas vous montrer les images, là, bon, il faut bien parler. Toute la beauté reconnue nous a été révélée par les artistes. Mais je parle des artistes, pas seulement des peintres. Il y a les musiciens, les compositeurs de musique, il y a les écrivains, les poètes. Ce sont les choses réputées laides qui ont le plus besoin que l'on s'occupe d'elles. Et là, on retrouve encore ces préoccupations liées à l'enfance. L'océan faisait traditionnellement horreur. Oui, c'est vrai dans les années d'avant l'ère industrielle, aller voir un pêcheur à cette époque-là, il n'aimait pas la mer. Bon, il y allait parce qu'il fallait gagner sa croûte, mais la mer, c'était pas vraiment le pied. C'est pas comme maintenant les gens qui passent leur vie sous l'eau pratiquement. Voilà. Alors,
Mais depuis que les romantiques nous ont appris à l'admirer et à l'aimer, c'est admis maintenant. On voit les gens qui se dorent les fesses sur les plages l'été. Hein, c'est vraiment la signature de la modernité. Le monde de la pauvreté recèle toutes sortes de trésors ignorés. Voilà, moi je suis encore une fois assez d'accord avec lui. Je hais les bouses comme le château de Versailles ou des choses comme ça. Pour moi, c'est une forme de laideur, mais alors pour moi vraiment insurmontable. c'est l'horreur de la pompe et des ors et des pourpres. Non, franchement, c'est ça, c'est là où est la vraie laideur. Hein. C'est pas dans un intérieur modeste avec des casseroles bosselées, etc., etc. C'est pas ça la laideur. Ouais. Voilà. Au début des années 60, on est parvenu à l'extrême pointe de l'absurdité, du point de vue de l'art. Avec le tachisme, les balayures informelles, les peintures monochromes, je cite Klein, le bien connu Klein. Il a peint du bleu toute sa vie, je sais pas comment on peut faire, enfin bon. Lui, il l'a fait, il s'est suicidé quand même. Il en a eu marre, du bleu. Des toiles trouées à coups de lame. D'ailleurs, Cadieux a fait une très belle toile, une toile lacérée avec une lame de rasoir. C'était un clin d'œil. Enfin, voilà. Palissade recouverte d'affiches déchirées où on a connu. Il y avait même des mecs qui déchiraient les affiches pour les recoller sur des toiles et pour faire des affiches déchirées. Enfin bon. Peinture à l'arrosoir, au lance-pierre, à la sarbacane, à la mitraillette et pour couronner le tout à la machine automatique. Oui, j'avais un copain, mais que je connaissais dans le sud, qui avait inventé une machine à peindre, justement une machine automatique. C'était très drôle à regarder. Voilà, alors évidemment, c'est une peinture tout à fait aléatoire, mais c'était drôle à regarder. Y a-t-il des fantaisies qui n'aient pas été essayées? On a peint avec la boue, ça j'ai vu des peintures à la boue, c'est vrai. Du sable aussi, du bitume, oui. Du bitume, ça fait des choses intéressantes. Du plâtre, des choses très intéressantes aussi. Des cailloux, des cheveux, de la paille, du fil de fer et des grillages. On peut aussi utiliser le fromage, la chair à saucisse et 1000 autres ingrédients. Et la question qu'on se pose, c'est cette variété peut-elle suffire à la soif de progrès qui étreint les robots? Alors, cet détracteur l'accusait évidemment, et des détracteurs, il en avait, croyez-moi, parce que tous ces artistes soi-disant libérés, etc., qui faisaient un peu n'importe quoi, revendiquaient leur liberté de créer, etc. En fait, c'est des gens qui sont surtout inféodés au ministère de la Culture, dont ils touchent les prébendes, et voilà, ils sont pas si libres que ça. Ces détracteurs l'accusaient de faire de la photo sur toile. Ils s'en défendaient en disant un truc qui me fait exploser. Souvent dire que l'imitation des aspects de la nature est devenue inutile depuis l'intervention de la photographie. Alors, Cadieux répondait, autant prétendre qu'il faut se couper les jambes parce qu'il y a des autos. Hein oui, la photo ne rend superflu que les œuvres plates et sans chaleur humaine. Voilà ce qu'il répondait. Voilà, bon. Alors, c'est un blabla, c'est rien qu'un blabla que je viens de faire. Hein. C'est pas... mais vous, Dominique Piquet-Cou, a mis sur le blog il y avait le film de la Cité Fleurie la semaine dernière et là elle a retrouvé un doc sur Cadieux qui fait 16 minutes je crois. Ouais. Un petit doc où on voit justement son épouse parce que il a été quand même aidé durant toute sa carrière par son épouse apparemment sans laquelle il prenait aucune décision. Un Myrtille. Ouais, Myrtille, c'est un joli prénom et là on la voit cette femme qui témoigne. On les voit au début, c'est filmé dans la Cité Fleurie, on voit leur intérieur, puis après on voit un petit peu leur maison de campagne, puis quelques œuvres de Cadieux, donc justement c'est même ses premières œuvres là qui sont pas en trompe-l'œil, qui ont des taches, des coups de pinceau beaucoup plus épais, mais il y a quand même une belle douceur. Et donc cette femme en fait qui elle était au conservatoire, donc elle a réussi à amener quand même sa carrière de femme pianiste, artiste, tout en aidant très proche d'Henri Cadieux. D'Henri Cadieux, tout à fait. Et ce que tu t'as peut-être pas dit, mais bon, c'est qu'il avait aussi eu un problème d'œil. Il a perdu un œil, il avait une tumeur je crois sur un œil, donc il a peu après le reste de sa vie avec un seul œil. Ouais. Et puis donc toutes ces années où il a mis son travail de côté pour se consacrer à la défense de la Cité Fleurie, comme on l'évoquait la semaine dernière. Ouais, il a consacré 10 ans de sa vie à ce combat. 10 ans d'interruption de sa carrière, un peu comme Guy Loé. Lui, c'était 30 ans.
là 10 ans. Bon voilà, il s'est battu, mais vraiment, c'est pas de la rigolade, hein, parce qu'on a vu aussi, vous avez dû voir dans le film que vous avez mis sur le blog, et puis coucou la semaine dernière, le promoteur. Voilà, il faut se les payer ces mecs-là. Mais enfin, il a été aidé, il a été entendu en tout cas, parce qu'à ce moment-là, il y avait cette fameuse émission La France défigurée de Péricard, là. Qui était écoutée dans toutes les chaumières, hein. Et puis Bellemare aussi, qui officiait sur Europe 1. Ces mecs-là, c'était vraiment à cette époque épique. C'était pas des connards comme ce qu'il y a maintenant, comme Arthur et compagnie, là, toute cette bande de guignols, là. Eux, ils avaient un peu plus de tenue, quand même. Je dis pas qu'on adhérait forcément à toutes leurs idées, hein. C'était pas des gens franchement de gauche, mais bon, ni progressistes, mais en tout cas, ils étaient écoutés, et donc, leurs petits films et leurs petites émissions ont eu une portée nationale, ce qui fait que des présidents de la République comme Giscard d'Estaing ou Mitterrand ont bougé leur gros cul pour préserver cette cité. Giscard déjà en la classant plus ou moins, je sais pas ce qui s'est passé, et puis Mitterrand, il l'a fait acheter par l'État. Voilà, et maintenant ce sont des HLM, et les gens, enfin pour l'instant en tout cas, sont tranquilles, on sait jamais avec Hollande, hein, et Philippe Petit, ça pourrait peut-être être dramatique, mais bon, parce que là ils en ont rien à foutre, hein, de rien, mais bon, oui, il s'est vraiment battu, et c'est assez révélateur de tempérament vraiment costaud, parce que il faut se rappeler ces années. D'ailleurs, il a été viré de son école quand De Gaulle est arrivé au pouvoir en 58, en 60, début 58. Oui. Voilà, la première chose, une des décisions du ministre de l'Éducation nationale de cette époque, je sais pas quel petit con c'était de virer Cadieux. On a perdu cet éminent à cette époque-là. Voilà. Ouais. Alors je sais pas, est-ce qu'on dit un petit mot sur son fils? Parce qu'au départ, quand on a voulu faire ces missions, on a un petit peu regardé quels étaient les peintres qui faisaient partie de ce groupe. Et donc on a vu que son fils, qui se fait appeler Pierre Gilou pour se démarquer du nom de famille, en fait, donc fait partie, a repris le travail de son père. Donc Robert me dit, bah oui, t'as qu'à parler de Pierre Gilou. Alors j'ai dit, bah oui, ok. Et le lendemain, donc j'ai commencé à chercher des infos. Et en fait, je suis tombée sur des vidéos qui m'ont pas vraiment séduite. Il y avait une fête du homard où justement ça se passe à Versailles, où ils défendent ils s'opposent au fait que Koons s'expose à Versailles. Donc il y avait tout un groupe qui était engagé là-dessus. Et là, les gens qui sont là nous ont pas vraiment plu. Ça fricote quand même, à mon avis, avec l'extrême droite. Enfin bon, ça. Ouais. En tout cas, il y avait un connard d'orateur qui avait vraiment le look bon chic, bon genre de ces gens-là, les FAF, qui était un mec de la manif pour tous, etc., etc. Donc ça nous a un peu refroidi. Là, j'ai dit bon, je crois que je me sens pas capable, je peux pas parler de Pierre Gilou, c'est pas possible, quoi. Ouais, et puis je voudrais dire à ce Pierre Gilou, ce Cadieux le jeune là, qu'il aurait pu s'appeler Cadieux le jeune, hein. Il y a bien eu Cranach l'ancien, oui. Cranach le jeune, voilà. Ils n'ont pas démérité, hein. Il y en a eu beaucoup d'artistes comme ça, des familles d'artistes. Et je voulais dire que, bah oui, alors ça m'a échappé. Là. Ah oui, Koons à Versailles. Je voudrais dire à ces gens-là, c'est que ça venait de loin. C'est un milliardaire français qui avait un de ses employés qui était à ce moment-là ministre de la Culture ou en tout cas qui était conservateur de Versailles et qui logeait à la Lanterne d'ailleurs à ce moment-là, avant que ce soit repris par les politiques qui étaient jaloux. Et c'est ce mec-là qui a fait venir Koons à Versailles. Il faut vous dire que c'est une magouille entre des collectionneurs milliardaires français qui ont des Koons dans leur collection. Et si vous voulez, le fait que Koons vienne exposer à Versailles, ça fait une plus-value sur son œuvre, et donc une plus-value pour le mécène, le collectionneur qui a des Koons, quoi. Vous voyez, tout ça, c'est magouille, pouvoir, argent, pouvoir, argent. Voilà. C'est tout simplement ça. Alors, ils sont bien gentils, ces gens-là, ces réactionnaires, de vouloir interdire Koons, mais d'abord, je leur dis gentiment qu'il n'y a aucune
si vous voulez, quand vous vous opposez au pouvoir, bon, il faut avoir des munitions. C'est pas leur petit blabla, leur soirée du homard qui va faire bouger les lignes. Hein. Voilà. Et puis en plus, je dirais que moi je suis bien content que Koons puisse exposer à Versailles, même si je trouve que le lieu, comme je vous ai dit tout le bien que je pensais de Versailles avant, hein, que Koons y expose, moi ça me bouleverse pas vraiment, quoi. Ouais. Et puis que des rapins s'en sortent, même au prix de guignollerie comme Koons est capable de les faire, tant mieux pour eux. Il y en a tellement qui la crèvent que s'il y en a quelques-uns qui peuvent, comme je le disais dans un papier, qui peuvent faire cracher les milliardaires décadents qui croissent la jouer en collectionnant du Koons ou du Hirsch, tant mieux pour Koons et tant mieux pour Hirsch. En fait, ce dont on s'est surtout aperçu, c'est que prendre le contre-pied, effectivement, de ce qui se faisait en peinture à l'époque, ça a provoqué aussi des réactions et que, à la limite, c'est difficile parce que quand moi je suis tombée sur cette petite vidéo de la fête du homard, donc au début, les propos de Gilou sont plutôt séduisants, vont un peu dans notre sens. Et la limite, elle est toujours un peu floue, quoi. C'est vrai qu'on bascule très vite, en fait, dans des propos très réactionnaires et des reprises par la réaction. Tout à fait, oui. Alors, puis en même temps, on en a beaucoup discuté avec Piquet-Cou pour un peu comprendre et tout ça. Il faut dire que quand Cadieux, lui, s'opposait à quelque chose qui était une vague déferlante à cette époque-là, du n'importe quoi, et ça, je pourrais vous donner des exemples. Mais enfin bon, on va pas tartiner là-dessus, ça vaut pas le coup. Hein, c'est pas une période très importante de l'histoire de l'art. Je parle pas de Cadieux, je parle de la déferlante. Voilà, il avait des raisons, il avait construit quelque chose, tandis que les successeurs, ils ont moins de raisons déjà, et puis en plus, je crois que de rester enfermé comme ça dans une production qui est somme toute, qui fait appel surtout à la technique. D'ailleurs, parce que ce que je voudrais dire aussi, c'est que de toutes ces productions, il n'y a aucune sensibilité qui affleure, en tout cas pour moi. Moi je vois des trucs, des beaux objets, mais ça fait pas vibrer. Qu'est-ce que ça pourrait me faire vibrer d'ailleurs? Bon, je vais vous le taire, c'est pas la peine de trop s'exposer dans cette émission, mais bon, voilà, c'est un peu le reproche que le truc qui m'arrête avec ça. Je lui dis, à part Cadieux, c'est des trucs de vieux cons, mais pas Cadieux, hein, mais mes souvenirs, enfin de lui en tout cas. Voilà, un souvenir d'une époque où j'étais jeune et plein d'illusions. Maintenant, je suis vieux, con et plein d'illusions aussi, mais enfin bon, il y a des choses indécrottables dans la vie, ou des indécrottables de l'illusion. Voilà, mais les suiveurs là sont surtout des très bons techniciens, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Ouais. Même si l'heure est parfois à la désespérance, attendu que la frime gouverne et fait sa loi, même si les années dans lesquelles on s'avance ont la couleur du triste et du chacun pour soi, même si le bonheur n'est plus une évidence, mais semble s'éloigner à chacun de nos pas, même si l'on me dit que c'est perdu d'avance, que le monde est ainsi et qu'on n'a pas le choix, je me bats. Même si maintenant c'est être en résistance et risquer d'être seul que d'élever la voix pour dire sans relâche l'incroyable arrogance des plus riches que tout, des maîtres d'ici-bas, même si le normal c'est l'infinie souffrance des enfants décharnés aux yeux vidés sans joie, même si le correct se nomme indifférence, même s'ils parlent fort ceux qui baissent les bras, je me bats. Je suis d'un temps d'espoir, d'un temps de délivrance, où l'on osait rêver, et les peuples là-bas faisaient tomber leurs chaînes et brisaient le silence. Oh, les jolis printemps, au parfum de lilas, devant nous se levaient des matins d'innocence,
plus jamais il n'y aurait d'humiliés, de parias, plus jamais d'esclavage et plus de violence. N'était-ce pas simplement raison? Dites-moi, je me bats. Aujourd'hui les passants, sous les néons sinistres, vont chacun dans leur bulle et pressent un peu le pas. Les voyous brassent l'or, les bornés sont ministres et l'on met chapeau bas devant les renégats. L'époque est au commerce, l'époque est aux combines. L'homme n'est plus qu'un objet que la finance broie. Le futile et l'idiot remplissent les vitrines, cependant qu'au lointain ricane l'argent roi. Je me bats avec mes pauvres mots qui sont mes seules armes, avec les sacrifiés, les vaincus d'autrefois, tous ceux qui n'avaient rien que leur sang et leurs larmes, les mineurs, les canuts, les piou-piou, les sans-droits, avec les femmes usées, petites sœurs de misère, des bas quartiers debout où se terrent les rats, avec tous ceux d'ici qu'habite la colère, avec les méprisés et ceux qui n'oublient pas. Je me bats. Si longtemps que j'aurai la force qu'on le sache, de me tenir debout, de chanter, d'être là, tant qu'il me restera une once de panache, tant que dans mes veines un sang rouge coulera, je me battrai encore et toujours et sans cesse pour saluer la vie qui palpite et qui bat, et quand je m'en irai, ce sera sans tristesse, puisque d'autres viendront qui diront après moi, je me bats, je me bats. C'était Michel Buller qui interprétait Je me bats. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, elle est la voix. Et Arakaï, qui cause aujourd'hui dans ce poste mythique, peintre de la réalité, peintre de la réalité du trompe-l'œil, voilà. On vous en a déjà blablaté pas mal, mais Piquet-Cou va reprendre leur lait pour vous en remettre une couche. Ouais. Voilà, sur des moins connus, un homme et une femme. Elle a craqué pour la femme, je la comprends. Elle a l'air d'être assez dynamique, ouais, pleine de vie, un peu moins coincée que les mecs. Ouais, en fait, pour trouver des peintres de ce groupe-là, il y avait une exposition en Allemagne, je crois, en 2012. Donc, je suis allée voir un petit peu ceux qui étaient là, et j'en ai choisi 2, dont il me semblait effectivement, en tout cas, que leur fréquentation n'était pas douteuse. Voilà, et là on fait gaffe, nous, quand même, parce que des fois, il y a des trucs qui peuvent se glisser dans nos blabla qui sont pas très... Bon, bienvenue. Alors voilà, l'homme s'appelle Guy Christian Canat. Donc lui, il est né en 1944 à La Ferté-sous-Jouarre. Et déjà tout petit, il a un bon coup de crayon. Donc déçu par la conception, donc comme les autres artistiques officielles et décadentes des beaux-arts des années 55-60, il s'oriente donc vers les arts appliqués et il entre sur concours à l'école d'artisanat d'art du Gué en 1959. Donc là, il va étudier 3 années, le dessin artistique, la technique et la peinture décorative, avec 2 professeurs qui sont titulaires du titre du meilleur ouvrier de France. Il sort premier de sa promo, donc à noter sa haute technicité, voilà, dont font preuve ces artistes du trompe-l'œil. Ça, c'est quelque chose qui est à peu près sûr, c'est qu'ils sont tous très très doués. Technique derrière laquelle s'efface l'émotion, point d'interrogation. Christian Canat gagne sa vie grâce au métier artistique. Il fait de la décoration publicitaire, de la sérigraphie, de la tapisserie murale. Et en 1982, il se déclare artiste peintre professionnel et prépare rapidement les grandes expositions, comme celle du Grand Palais, où il sera admis à exposer au sein du prestigieux groupe Trompe-l'œil Réalité, donc ce fameux groupe créé par Henri Cadieux. Sa conception pluridisciplinaire de l'art amène un public toujours plus nombreux à découvrir donc des aspects très variés de sa peinture,
car outre ses trompe-l'œil, il s'affirme aussi dans la réalisation de natures mortes, d'animaux sauvages ou des ambiances paysagères. Il expose régulièrement depuis 1976 et est actuellement directeur artistique du Cercle des Arts Plastiques de Mondières en Corrèze. Oui, ça mange pas de pain à Mondières en Corrèze. Donc voici, il parle ainsi de ses méthodes de travail. Donc, mon support à peindre privilégié reste celui d'une toile à grains extrêmement fin, marouflée sur panneaux de bois et enduite de plusieurs couches de gesso poncé qui confèrent à l'ensemble une tenue dans le temps incomparable par rapport à de simples toiles tendues. Mon travail ne peut commencer que lorsque mon fond a l'apparence d'un marbre. Je le laisse blanc volontairement, car la couche picturale finale, étant constituée par la superposition de fins glacis translucides, permettent à la lumière de pénétrer dans l'épaisseur de cette couche et d'être réfléchie par le fond. Voilà, il est aussi très exigeant sur la qualité de ses brosses et de ses pinceaux, pour les médiums, les peintures qu'il utilise et qu'il choisit toujours dans le haut de gamme. Il choisit ses sujets d'inspiration dans le quotidien, c'est un article de journal, une revue, un reportage télévisé, une phrase lue ou entendue. Et une fois qu'il a trouvé son thème de travail, il rassemble les objets qui vont lui servir à créer son tableau. Donc lui, il dit peindre sur le motif, c'est-à-dire que c'est pas un travail qui est fait à partir de documents ou de photos, c'est un sujet réel en 3 dimensions. Donc la disposition finale peut mettre même plusieurs jours avant d'être définitive. Donc il faut travailler aussi sur les effets d'ombre et de lumière. Donc pour lui, le choix du thème est primordial et le tableau devra raconter sa propre histoire sans s'encombrer donc d'explications pseudo-intellectuelles. La peinture en trompe-l'œil se démarque de la peinture figurative en général, dans le sens où c'est l'art figuratif le plus abouti, de loin celui qui demande le plus de connaissances techniques, le plus de rigueur et de sûreté de main dans l'exécution pour aboutir à des œuvres dans lesquelles la peinture doit paradoxalement se faire oublier. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc l'œuvre doit d'abord surprendre par son sujet et son côté insolite, et cet effet de surprise passée, se laisser admirer de loin comme de près sans qu'on puisse déceler le moindre coup de pinceau. Un tableau en trompe-l'œil n'est pas censé être un tableau au sens habituel, puisqu'il est fait avant tout pour tromper l'œil du spectateur. Il ne peut donc être signé comme tel, et l'artiste se doit alors d'intégrer son nom dans un motif, le jeu étant de le trouver. Voilà, donc il termine, tout ça c'est ce qu'il explique c'est le travail qu'il explique, c'est sur son blog. Je terminerai par une citation de Claude Roger Marx, la peinture entière est dans l'art du trompe-l'œil. Voilà, donc, c'est peut-être un petit peu exagéré. Ouais, mais ça c'est bon, c'est son point de vue. Ouais. Donc on va trouver une 30aine de reproductions de ces trompe-l'œil sur son blog. Et effectivement, moi je me suis amusée à chercher les signatures. Je trouve que ça c'est quelque chose que j'ai découvert, que ces peintres-là ne signaient pas en bas à droite ou à gauche, mais effectivement dissimulaient leur nom sur des bouts de papier, sur les objets qu'ils représentent. Ben voilà, vous voilà occupé par vos longues soirées d'hiver. Pardon ? Vous voilà occupé par vos longues soirées d'hiver. Voilà, alors, ces toiles sont plutôt des petits formats. Ça peut être une série d'hommages à Victor Hugo, à George Sand, à James Cook, des objets du temps passé, ou les péchés capitaux, ou sa région natale. Voilà, beaucoup de livres et d'objets anciens. Et après, je suis allée un petit peu farfouiller dans le reste de son travail, sur ses paysages au pastel ou à l'huile. Et alors, là, rien du tout. Je trouve que là, par rapport aux naturalistes qu'on a l'habitude de regarder, j'ai trouvé que ces paysages faisaient vraiment chromo, quoi. Il y avait des reflets de soleil, de rivière. Enfin, c'est très curieux. On dirait de la peinture plastique. Oui, tout à fait. Alors par contre, après, j'ai trouvé donc cette femme qui s'appelle Dominique Houard. Elle, c'est une peintre qui est installée dans la Nièvre, qui est pastelliste et peintre du trompe-l'œil, donc. Elle a commencé par une option art plastique au lycée. Et là, après, elle a eu un coup de foudre un jour devant un ouvrage. Donc, c'est un ouvrage justement de Cadieux sur la peinture en trompe-l'œil. Et là, elle s'est dit, c'est ça que je dois faire. C'est ça qui me plaît. Donc, elle se met au travail en autodidacte. À partir de ce bouquin, elle essaye toute seule de comprendre les techniques du trompe-l'œil. Et elle travaillait comme enseignante ou animatrice auprès d'enfants. Donc, elle décide de devenir artiste peintre et elle démissionne de son travail pour se consacrer complètement à sa peinture. Sauf que elle va quand même elle fait des ménages pour gagner sa vie. Et elle va tomber sur la personne qui l'embauche, en fait, connaît Jacques Poirier, qui est peintre illustrateur, spécialiste de trompe-l'œil. Donc, sa patronne va l'encourager à contacter ce Jacques Poirier.
Et après quelques échanges épistolaires, ils vont se rencontrer et Jacques Poirier reconnaît le talent de Dominique Ouard et donc va lui conseiller de continuer et de passer aussi à la peinture à l'huile en plus du pastel. Et alors elle, pour travailler, elle pioche aussi dans une collection impressionnante de petits objets qui sont dans son atelier ou alors d'objets qu'elle va dénicher en brocante ou qu'elle emprunte à des amis. Et elle aime beaucoup jouer avec les mots. Elle fait des rébus ou elle pense ses tableaux des fois comme des énigmes ou des jeux de mots à déchiffrer. Moi, je trouvais que c'était un univers qui était très proche de l'enfance début de siècle, avec des jeux anciens en bois, des gros dés, une roue de vélo, des cartes à jouer, des pantins en bois, des boîtes de crayons. Voilà. Elle aussi donc cache sa signature un peu partout. Ça peut être sur une lettre, dans un objet. Et c'est une artiste en fait qui fonctionne, qui vend. Elle est exposée dans une galerie à Cannes. Et puis ses œuvres voyagent un peu partout dans le monde. Donc elle donne des cours de pastel, elle propose des stages de 3 jours. Et elle a été depuis même médaillée d'argent des arts, sciences et lettres. Et son talent donc lui a permis d'être choisie pour exposer avec le groupe des peintres de la réalité, donc en Allemagne en octobre 2012. Mmh. Mais effectivement, je trouve qu'elle se démarque vraiment des artistes dont on a parlé jusqu'à présent. Mmh. Elle est joviale, elle a l'air heureuse de vivre. Elle travaille aussi avec son mari, elle fait un peu d'animation. Lui est magicien, donc ils font un numéro ensemble. Non mais j'adore un mari magicien. Ouais, j'avais un ami qui avait aussi... travaillait dans une imprimerie, et son collègue était magicien amateur, c'est-à-dire qu'en plus de son boulot de graphiste, il animait des soirées comme ça en magie, en professionnel, avec sa femme. Je trouve ça marrant. Mmh. Mais magie et trompe-l'œil, tout ça, ça va bien ensemble. Ouais. Mais elle, en plus, dans son travail, justement, c'est des couleurs qui sont un peu plus pétantes que les autres. Il y a des rouges, des bleus, des jaunes. Enfin, il y a vraiment une joie de vivre, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ce qui dans les autres, c'est quand même un petit peu un peu sévère, un peu austère. S'il y a pas de, ça rigole pas, quoi. Ouais, non, ça rigole pas. Ouais. Ce n'est qu'un livre d'images. À oublier sur la plage, un vieil album de photos, plein d'eau, de coquillages. Ce n'est qu'une mélodie que l'enfance a oublié jusqu'ici, qui revient comme une vague à l'âme dans notre vie. Ce n'est qu'un livre de fables que l'enfance a oublié sur la table. Pêcheurs de lune et bateaux pleins d'eau, châteaux de sable. Ce n'est qu'un tour de manège que l'enfance a oublié sous la neige. Rubans et papiers cadeaux, chevaux que l'on achève.
c'était Anne van der Love, le livre d'images. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître et sans pub, vous écoutez à Racaille, une émission consacrée aux peintres de la réalité du trompe-l'œil. On a fini avec eux, je pense. C'est pas pour le marrer. Notre camarade de Pikachu va vous utiliser tout de suite des expos à ne pas manquer. Il y en a un paquet, hein. Non, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Ah bah, ah bon? Ouais. Non, parce qu'il y a, bon, alors, il y a Guy Christian Canal, là, que j'évoquais tout à l'heure. Lui, il expose en tant que maître pastelliste, donc une quinzaine de ses œuvres à Bordeaux jusqu'au 17 août. C'est à la salle capitulaire rue Mably. Il y a Dominique Couard, donc elle expose aussi jusqu'au 17 août à Saint-Florent-le-Vieil avec la Société des pastellistes de France. Et sinon, alors les expos, ça on l'a pas faite, mais c'est notre copain Constant qui nous en a parlé. C'est une exposition qui est à Maison Rouge, qui s'appelle Le Mur. Et en fait, c'est le fondateur de Maison Rouge, Antoine de Galbert, qui expose sa collection personnelle. Une partie de sa collection. Une partie de ça. Mais il y a quand même combien? 1200 œuvres, 1200 je crois. œuvres. Voilà, qui prend les murs de Maison Rouge pour exposer 1200 de sa œuvres parmi sa collection. Et en fait, l'accrochage a été fait selon un algorithme mathématique. Donc, il y a voilà, c'est une forme aléatoire et il y a une petite vidéo qui explique justement sur le site de Maison Rouge qui nous montre un petit peu les murs avec tout l'accrochage. Et c'est une collection apparemment très très variée. Il y a aussi bien du contemporain, des tableaux anciens. Et tous les principales presque. Et il n'y a pas le nom des peintres. Et il n'y a pas le nom des peintres justement pour mettre au même niveau toutes les œuvres. Voilà, ça, je trouve ça vachement intelligent. Donc c'est une expo qu'on va faire prochainement pour vous en causer un petit peu plus. Quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Non, ça c'est... Bon, enfin, et soyez pas trop impressionnés quand même, parce que je pense que même quelqu'un de pas très fortuné peut faire une collection comme ça. Vous avez des œuvres, particulièrement si vous allez à la Bastille ou à Montparnasse, aux deux marchés de la création. Vous avez des artistes qui vous vendent des œuvres à partir de 10 € et qui sont pas forcément des grosses merdes. Il y a des grosses merdes, il y a des œuvres chères qui sont des grosses merdes, mais là, maintenant on peut, en ce moment, enfin en tout cas, c'est plus les années 80-90 où n'importe quoi se vendait très cher. Maintenant, vous avez des artistes qui, pour bouffer, sont capables de vous faire des prix. Alors, et c'est pas en profiter que de leur acheter. Ils en ont besoin. C'est tout simplement ça. Et je suis persuadé que ce mec-là, il a dans sa collection des trucs qu'il a payé 3 thunes, quoi. Ouais, c'est possible. Alors, j'ai l'adresse de Maison Rouge, c'est 10 boulevard de la Bastille. Et c'est de mercredi à dimanche. Donc, inutile de vous déplacer aujourd'hui. Et en tout cas, on vous rappelle, mais sans prétention, sans vouloir faire la morale, quoi que ce soit, qu'une œuvre, ce qui doit guider l'acheteur, c'est pas le nom, c'est pas le prix, c'est s'il aime ou s'il aime pas. Si ça provoque chez lui une espèce de choc, d'attirance, voilà, s'il a envie de rentrer plus en contact avec l'œuvre, de la voir vivre, etc. C'est tout. C'est pas une question de pognon, une question de signature, c'est une question d'amour surtout. Voilà. Justement, en parlant d'artistes pas chers et de qualité, je rappelle l'expo de Philippe Roux, là, le linograveur qu'on aime particulièrement, qui expose à Saint-Sauveur-en-Puisaye, à la galerie R9 jusqu'au 13 août. Voilà. Et alors là, vous pouvez avoir des gravures, des tirages pour 30, 20, 30 €, vous voyez. Et je vous assure que ça vaut le coup. Mais moi, il avait fait un bouquin lui-même, tout seul, pratiquement, qui vendait 35 €, je crois. Je crois que c'est même 25. 25 €, voilà. Un Piquet-Cou s'en est offert. Certitude mentale. Voilà, c'est ça. Ouais. Qui doit être épuisé d'ailleurs. Il faut aussi causer de Radio Vassivière. Oui, mais je peux en causer après, c'est pour ça. J'en causerai après les œuvres de l'AFA. Ok. Bon, puisqu'elle me l'ordonne, je vais vous parler des œuvres de l'AFA, parce que vous savez, c'est Piquet-Cou qui dirige depuis la régie, faut pas le croire. Les mecs ici, c'est aux ordres. C'est moi qui peux lui couper la parole quand je veux, c'est cool. C'est pour ça qu'elle me suit vraiment pas à pas, parce que la prochaine connerie, je lui coupe. La parole. Voilà. Bon, la première œuvre dont je vous parle aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs, c'est la petite maison d'édition du Monde Libertaire. Un camarade qui s'en occupe et qui publie quelques livres par an, mais bon, pas des livres complètement inutiles,
comme souvent chez nous, tout ce qu'on fait, c'est vraiment des choses pensées et utiles. Quand on n'a pas de sous, on est bien obligé. Hein. On n'est pas comme les éditeurs traditionnels et richissimes qui, pour toucher les subventions, publient n'importe quoi, parce que ce qu'il faut, c'est qu'ils fassent un certain nombre de publications nouvelles pour pouvoir prétendre à des subventions. Nous, on en a pas, là. Voilà, un bouquin qui s'appelle, dont le titre est « Quitter son point de vue, quelques utopies anarcho-littéraires d'il y a un siècle ». Voilà, utopie, ce mot inséparable de ces enjeux politiques et sociaux, est au centre de nombreuses polémiques. À partir du XIXe siècle, les utopies, pendant longtemps conçues comme l'élaboration ludique d'un ailleurs sans interférence avec la réalité sociale, se trouvent pleinement engagées dans le monde. On parle alors d'utopie sociale, prenant une valeur programmatique. J'aime pas ces mots comme... Bon, enfin, l'utopie anarchiste, qui n'est pas programmatique, de mon point de vue, reste fidèle à l'esprit de Thomas More en instaurant une pensée paradoxale. Il ne s'agit pas de substituer à une opinion reçue une opinion contraire, les mecs qui sont jamais d'accord, de remplacer un dogme par un autre, les dogmatiques, mais d'inciter à repenser toutes les certitudes sur lesquelles se fonde notre jugement. C'est-à-dire, on se remet en question, C'est pas du l'acquis pour la vie. Voilà. L'utopie figurée ne doit pas épuiser le désir d'un mieux. Vous voyez ? Ça ne doit pas empêcher de rêver. Elle n'est jamais donnée comme un modèle transposable directement dans le réel. Elle est adaptable. Voilà. C'est-à-dire que à partir d'une utopie, il y a des variantes, ça peut repartir un petit peu dans beaucoup de directions, pour pas dire dans toutes les directions, se dire encore un truc, bon, bref, non. Mais c'est-à-dire que quand on reçoit des idées, qu'on discute, qu'on palabre avec des copains dans un cercle restreint ou pas restreint, bref, il faut pas se cramponner à des idées reçues. Il faut savoir écouter les autres et essayer de si vous voulez, de s'enrichir de nouvelles conceptions, de nouvelles idées, etc. Et pas rester comme ça au garde à vous devant quelques idées qu'on a acquises il y a 3 siècles. Bref, je parle pour ceux qui vivent longtemps. Bon. Voilà, ça coûte 5 €, ça, au lieu de 10, il y a une démarque, là, je sais pas pourquoi. Mais enfin bon. Et c'est dans la collection Page Libre, et l'auteur, son Blaise, non, c'est Granier, Caroline, c'est une fille, Caroline Granier. Voilà, je suppose. Voilà. Ça, c'est pour les éditions du Monde Libertaire. Vous pouvez commander, évidemment, ce livre à la librairie Publico. Vous connaissez l'adresse, 145 rue de Paris, dans le 11e. Métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou Républicain. Voyez-vous. Voilà. Alors, vous pouvez y aller à pied, en vélo ou en métro ou en autobus, mais sûrement pas en bagnole, parce que pour vous garer, c'est la prune assurée. Voilà. Un petit quartier sympathique d'ailleurs. C'est une petite rue là qui est pas loin de la République, qui longe le boulevard Beaumarchais, je pense, d'un côté, le boulevard Voltaire de l'autre, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Voilà. Une autre œuvre de la Fédération anarchiste, c'est Le Monde Libertaire, un hebdo. Voilà, en ce moment ils sont en vacances, il faut bien, parce que ce sont des bénévoles qui s'en occupent, normalement il y a 2 mandatés, mais avec des copains qui viennent les aider, des copains correcteurs comme notre camarade Thierry de Blues en Liberté, qui est un correcteur professionnel à la retraite. Vous savez que les correcteurs, c'est vraiment dans la presse, dans l'édition, c'est quelque chose de comment dire, remplaçable, mais malheureusement il y en a de moins en moins, parce que ça coûte trop cher à ces connards de Richard qui tiennent la presse. Bref, on liquide peu à peu tous les métiers comme ça, les métiers du livre, voilà, qui ont fait la beauté de notre littérature, de notre presse. Bref. Mais le Monde Libertaire, il en a encore, il les paye pas en plus. La bonne blague. Voilà. Le Monde Libertaire qui est bientôt va reparaître, évidemment, après les vacances, à la rentrée en septembre, et dans lequel vous pouvez avoir des articles un petit peu sur tout ce qui se passe dans notre monde, j'allais dire dans notre beau monde, non, dans notre monde de merde. Voilà, mais c'est écrit différemment, évidemment, que dans le Figaro, c'est pas tout à fait les mêmes auteurs. Voilà. Vous avez comme ça une vision un peu différente du monde.
Voilà, vous avez aussi des brèves, vous n'êtes pas obligé de lire tous les articles de fond. Il y a des articles des fois qui font 2 pages, 3 pages, bon. Et il y a les cartoons qui sont en appui à l'écriture et qui permettent à la tête de rigoler un peu. Voilà. Parce qu'on a les cartoonistes qui déménagent. Le Monde libertaire que vous pouvez trouver en dépôt de presse à la Librairie Publico, voyez-vous, et où vous pouvez vous abonner aussi, parce que vous savez que pour la presse, surtout la nôtre, la presse alternative, l'abonnement, c'est quand même vraiment ce qui assure la publication. Voilà. Alors vous pouvez vous abonner donc à la Librairie Publico, notre camarade Laurent, notre permanent à nous, hein, on veut bien se le garder, qu'il est à personne d'autre, prendra vos coordonnées, etc., vous donnera les formulaires, enfin bref, ramassera votre thune s'il y a lieu, voilà. Et puis vous avez aussi en dépôt de presse le hors-série, qui paraît à environ, je crois, 4 ou 6 fois par an. Il y a là le dernier, c'est consacré à la psychiatrie, très très intéressant comme numéro. D'ailleurs, tous les numéros sont intéressants, hein, mais celui-là aussi est très très intéressant. Vous verrez une de couverture pas mal aussi, voilà, dans les tons chauds, dans les rouges. Voilà, le Monde libertaire et le hors-série que vous trouvez tous les deux en dépôt de presse à la Librairie Publico, auquel vous pouvez vous abonner à tous les deux. Et puis aussi, si vous avez de la thune en trop, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de gens en ce moment, surtout ceux qui fréquentent le milieu libertaire, vous pouvez aussi donner un peu de votre surplus pour le journal. Enfin voilà, comment dirais-je, tous les dons sont bienvenus, évidemment. Voilà, c'est un peu comme... Bon, non, je vais pas dire des conneries, bon. Et puis la Librairie Publico, donc je vous parle régulièrement, dont on vous parle régulièrement dans cette émission, la Librairie du Monde libertaire qui a besoin de vous, elle lance un cri, elle a besoin de vous, parce que c'est une librairie qui est d'abord un espace militant accessible toute l'année, où vous pouvez trouver des milliers de livres, des revues, des DVD, des CD, il y a toute une petite biblioterie là aussi de fly, d'affiches, etc., de t-shirts. C'est un lieu de débat où on peut voir des films, des expos, on peut écouter des concerts, on peut rencontrer des auteurs et où des activistes venus du monde entier viennent se poser les fesses. Voilà. Enfin, sans leurs bombes, elles sont déposées à l'entrée. Voilà. Pour assurer ceux qui sont un peu, comment dire, pas timides, mais qui se font des idées sur l'anarchie. Voilà. Ah non, on n'est plus dans c'est plus l'anarchie de la fin du 19e. Non, on n'a pas de compte à régler, violemment en tout cas, avec nos ennemis, qui sont nombreux. Voilà. Il y a donc sur ces ouvrages accessibles partout. Ce qu'il y a à la Librairie Publico, parce qu'il y a la correspondance, c'est par le net, vous pouvez les commander par le net et vous les recevrez chez vous. Pour ceux qui peuvent pas, évidemment, qui habitent pas Paris, hein, ceux qui habitent Paris, je pense qu'ils peuvent faire l'effort de se déplacer, parce qu'une librairie, ça vit aussi par les gens qui y rentrent et qui en sortent, et qui achètent ou qui viennent simplement regarder ou renifler. Voilà. C'est un lieu donc unique de diffusion de la pensée libre, contestataire et anarchiste, sans se douter. Voilà. Et sont des ouvrages accessibles partout, je le répète, grâce à la diffusion par correspondance. Porte-voix du mouvement d'émancipation, nous devons aujourd'hui, et c'est là que le cri retentit, le protéger. Pourquoi le protéger ? Parce qu'on nous dit que c'est la crise. Et puis il y a surtout les frais postaux, en particulier pour nous, qui augmentent le prix des livres, évidemment, quand on doit les envoyer. Et puis nous, même quand on les reçoit. Puis les poches vides des camarades, ça je vous en ai, je vous l'ai soufflé un peu. Bref, l'argent manque, voilà. Et s'il manque, eh bien on compte sur vous pour nous aider à continuer notre travail pour maintenir et développer celui important face à l'offensive du capital et de la banque contre les peuples. Voilà. Important aussi face à la montée du racisme et du nationalisme. Là, on est vraiment dedans au cœur de la fusion, là. Important face aux ensoutanés de tous les folklores qui pointent leur masque hideux. Non mais, vous avez entendu, leur masque hideux. Ça c'est bien vrai. Ça a l'air comme ça, bon mais j'ai l'air de rigoler, mais en fait
je pleure. Nous lançons donc à nouveau une souscription pour notre librairie. Voilà. Vous pouvez nous aider par voie postale en nous adressant un chèque à l'ordre de Publico à notre adresse. Je rappelle, 145 rue Amelot à Paris dans le 11e, en espèces. Et c'est encore le mieux, hein, l'espèce. Ou avec une carte bancaire directement à la librairie, ou sur notre site librairie-publico.com, en achetant autant de fois qu'il vous plaira l'article participation supplémentaire au port. J'ai jamais encore pas compris ce que ça voulait dire. Enfin, si vous allez à la librairie Publico, vous pouvez avoir une explication. T'en as une, Piquet-Coup ? Non, mais sur Internet, je crois que c'est facile à comprendre. D'accord. Voilà. Et puis enfin, on arrive au gros morceau, la radio libertaire. Non, radio libertaire, voilà, qui est, je vous le rappelle pour ceux qui sont qui ont un petit peu de mal le matin, qui est la radio de la Fédération anarchiste. On a abrégé FA. Et qui émet depuis Paris, voilà, pas loin du cimetière du Père-Lachaise. on est proche de la tombe de Vallès et de quelques autres, des communards. En tout cas, il y a le mur des fédérés aussi, voilà. On est dans notre patrie ici. Voilà, et qui diffuse aussi sur Internet, évidemment, dans le monde entier. on a des gens un peu partout, qui nous écoutent. Voilà. Et cette radio, dont la maintenance a été, qui a été remise à neuf, quasiment, il y a quelques jours, on vous en a parlé, mardi dernier, mardi, mercredi, jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours où nos camarades techniciens et en même temps militants de la FA, comme notre camarade Patrick et notre camarade Monique, ont passé ces 4 jours dans un bordel de fils, je vous dis pas. Ça fait peur, hein, quand on voit ça, on se demande comment ils font pour raccorder tout. S'ils sont pas un peu zinzin, même à la fin, on se pose la question. Parce que vivre dans un univers comme ça, faut quand même le faire. Hein. Bon, enfin, ils ont tout raccordé. La preuve, c'est que j'ai jamais entendu ma voix dans le casque de cette manière-là. Je vous dis que j'ai une voix, c'est fou, ça. Voilà. Alors, merci à ces camarades. Mais pour qu'ils puissent travailler, il faut de la monnaie. Pas pour les payer, parce qu'ils sont bénévoles. Ils prennent sur leur temps libre, leur temps de vacances, par exemple, je suppose, pour travailler, mais pour le matériel dont ils ont besoin pour que cette radio, vous puissiez l'écouter le mieux possible. Voilà. Même si c'est parfois mes conneries, mais bon, mes conneries, c'est une voix aussi. Voilà. Donc il faut qu'elle porte, pas mes conneries, mais ma voix. et donc, vous pouvez évidemment, encore une fois, pour la radio, d'abord l'écouter, mais ceux à qui je parle en ce moment l'écoutent, j'espère en tout cas, d'une fesse distraite, et puis nous aider. Vous allez encore une fois à la librairie Publico, si vous voulez, vous retirez la carte d'auditeur qui coûte 20 €. Laurent vous la remettra avec un grand sourire, et les sourires de Laurent, vous savez, c'est de Laurent Barre. Voilà, vous serez bien remboursé. 20 €, vous avez la carte d'auditeur, et puis vous pouvez adhérer à l'association des amis de Radio Libertaire, et puis aussi il y a un plan social, non, un plan pour gratter encore de la thune, mais vous voyez tout ça avec Laurent, il vous explique tout, il vous file les papiers et tout ça pour le faire, voilà. Vous nous excuserez de cet appel au secours, là, de l'émission pour avoir de la thune, etc., mais bon, vous savez, nous sommes une toute petite organisation, et on a vraiment des charges très importantes, il faut qu'on assure, et les camarades ne peuvent pas tout seuls assurer. Voilà, on peut travailler bénévolement comme on le fait dans cette radio, mais bon, ça peut pas aller beaucoup plus loin. Voilà. Vous pouvez continuer à écouter notre émission sur l'heure suivante, parce qu'on n'a pas fini, là, on a encore quelques trucs, si. Ouais. On a pratiquement terminé. Ouais. Mais bon, moi, je voulais faire un appel pour... voilà, j'ai ma petite qui habite à Faux-la-Montagne, en Creuse, dans le Limousin, près du plateau des 1000 Vaches. Pas une de ces petites, hein. Je ne sais pas combien on a dit. Et alors, en fait, elle me parlait de Radio Vassivière, qui est une radio comme Radio Libertaire, bon, qui n'est pas aussi engagée politiquement, mais c'est une radio libre, sans pub, qui émet aussi sur un rayon de 50 km et qu'on peut écouter sur le net. Et Radio Vassivière, suite à une mauvaise gestion précédente, est en redressement judiciaire.
Et en fait, le jugement a décidé que la radio pouvait éventuellement continuer. Donc, il y a une remise à plat des comptes. Donc, il y a aussi un appel à dons. Donc, s'il y a des auditeurs qui après ton appel au secours ont encore un peu de sous et veulent aller voir sur le site de Radio Vassivière ou adhérer, l'abonnement est à prix libre. Donc voilà, c'est une éventualité. Ouais. Enfin, ceux qui peuvent l'écouter, évidemment, mais bon, puisqu'on peut l'écouter sur le net comme nous, on pourra dire aux auditeurs de Radio Vassivière que si ils veulent aider Radio Libertaire, ils peuvent aussi. Exactement. Hein, non, mais c'est important. Je lisais aussi sur Radio Canu, c'est pareil, c'est radios libres qui émettent. Enfin, il faut vraiment que ça puisse continuer. Bien sûr. Ouais, toutes ces sûr. radios qui fonctionnent sans pub, c'est quand même. Oui, c'est surtout quand même... si elles font pas de pub pour les lopénistes, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Et là, j'ai juste une autre annonce. J'ai eu un coup de fil de Sylvain tout à l'heure qui me disait qu'à Montreuil, vendredi soir à 18h, il y avait une manif pour la Palestine. Donc le rendez-vous, c'est 18h au début de la rue du Capitaine Dreyfus, vendredi soir. Et puis je rappelle aussi qu'à Bagnolet, en ce moment, est en cours une énième tragédie, si on peut dire ça. Oui, c'est au moins ça. Il y a quelques dizaines ou centaines de Roms qui ont été virés d'un squat, femmes, enfants, tout le monde, quoi. Ils campaient hier, en tout cas, devant la mairie. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. J'ai pas eu des nouvelles ce matin de Christine, je crois, c'est elle qui suit ça. Voilà, alors si vous pouvez vous tenir informé, éventuellement y aller, les aider. Voilà, ça se passe à Bagnolet. Alors, c'est une mairie coco, maintenant c'est une mairie socialo, mais apparemment c'est verte, je crois que c'est... Non, c'est pas une... Ou verte, oui, enfin verte. Le vert, il est bien fané. Voilà, en tout cas, il paraît que le maire, c'est enfin, pas quelqu'un de recommandable. Parce que vert, ça veut plus... Vous savez, on achète de la bouffe bio, mais alors, comme dit toujours Piquet-Cou, qui est là, ça référait à elle, il y a le bio-industriel et le vrai bio, quoi. Vous voyez, alors, il y a quand même une différence, entre le bio-industriel et le vrai bio. Voilà, et alors, je dirais qu'il y a les politiques bio-industrielles et les politiques bio... comment on pourrait dire, ceux qui sont pas industriels, voilà, petits paysans, quoi, voilà, enfin bon. Vous connaissez les bio en France, avec qui se sont barrés du gouvernement pour quoi faire, d'abord qu'ils acceptent d'aller au gouvernement. C'était un petit peu quelque chose de complètement barjot, et puis qu'ils s'embarrent, c'est de la même veine. Et puis voilà, ils se bouffent le foie entre eux. On a le tragique Parcé qui... Et c'est qu'on n'en pas Parcé, c'est... Comment il s'appelle, le sénateur écolo, là... Vincent Placé, non? Placé, oui. Placé, oui. Lui, à tout seul, c'est une tragédie. Quand on voit sa tronche, voilà, tout le monde aux abris. Sa tronche, je veux dire, sa tronche politique, pas sa tronche physique. Voilà, on sent qu'il a les dents très longues et qu'il aimerait bien avoir un petit poste de ministre, quoi. Voilà, c'est leur préoccupation maintenant aux écolos, c'est des postes. Bon, voilà. Donc, on va terminer avec Paco Ibanez. Sa poesia est une arma cargata des futura. Et Laurent, donc, ne fait pas son émission. C'est vrai. Vrekvismes. Donc là, j'ai trouvé un disque dans la régie. C'est un disque qui s'appelle Les oreilles loin du front. Donc, c'est un disque qui contre le Front National. Donc, ça prendra la suite de Paco Ibanez avant que l'ordinateur prenne le relais. Ouais. On vous remercie de nous avoir écoutés une fois de plus. Voilà, on espère qu'on vous a pas trop cassé les trompes de Stache. On sera là donc mardi prochain pour une émission consacrée, Dominique. On n'a pas encore tout à fait décidé, mais il y aura une émission, bien sûr. Voilà, on s'excuse aussi de ne pas avoir mis mon front. Il y en a peut-être qui disent enfin ils mettent pas, de pas avoir mis nos tronches pour vous annoncer l'émission. On n'a pas eu le temps, on a eu des trucs à faire, etc. Et c'est passé un petit peu à l'as. Enfin, vous en remettrez. De toute façon, écrit, tout était écrit, mais c'était juste un petit truc pour rigoler, quoi. Voilà. Mais il y sera la semaine prochaine, en tout cas. Vous aurez droit à nos tronches, à notre drapeau noir, à notre nez rouge. Voilà. Bon, à la semaine prochaine, alors. Au revoir. Je voulais dire aussi à notre camarade Claude qui nous écoute que vous voyez, cette fois-ci, on part à -20 bientôt, et qu'on n'est pas parti à 20. Donc, dire Claude, c'est une de nos auditrices très chère qui est du côté de la Bastoche, là-bas. La Nation, plutôt. Oui, pardon, de la Nation, oui.
Et oui, mais comme il y a une colonne aussi, bon, je confonds tout. Moi, je confonds la République, la Nation et la Bastille, voilà. Et que elle nous remonte les bretelles parce que à 20 on a quitté la semaine dernière. Alors donc on s'est dit cette fois-ci, il faut qu'on quitte à moins 20, il faut qu'on rattrape les 10 minutes, hein, Claude. Hein, j'espère que vous en tiendrez compte, Claude. Et enfin des bisous, Claude, hein, quand même. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía